Le plaisir reste toujours intact ou même plus d'être avec vous chaque mercredi pour WebPress, l'émission qui reçoit des confrères. Avec eux, nous allons décortiquer en tout cas les temps forts de cette début de semaine. Nous allons parler de la nomination, en tout cas c'est tombé dans les entreprises et même dans la police. Nous allons parler de la hausse du dollar et pourquoi pas, si le temps le permet, effleurer un peu les élections parce que ce sujet suscite toujours autant de passion, autant de débats. Aujourd'hui, je suis avec Israël Moutala de 7sur7.cd. Très heureuse de vous recevoir. Merci, je suis également très heureux et très flatté d'être sur votre plateau. Ça fait toujours plaisir parce que les intelligences de mon pays nous donnent cette lumière et Faye Nikombikai, on l'appelle affectueusement le Moudjahidine. Très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup, madame. Très heureuse. Non seulement, mais Moudjahidine du peuple. Ah, voilà. Donc, lui parle souvent au nom du peuple. Israël Moutala, les nominations ont tombé dans les entreprises, dans la police. Nous allons prendre un peu l'angle de la police parce que ça, c'était assez récent. Le mot a été cité, c'est l'état d'urgence. Nous sommes des journalistes, nous lisons beaucoup. Nous avons suivi les propos de Patrick Anga, Ligue des jeunes PPRD, qui a dit que non, il nous faut cet état d'urgence vu la situation. Je suis avec un journaliste vertébré, je me permets l'expression. L'état d'urgence, en fait, pour vous, c'est quoi? Expliquez un peu cette population qui nous suit, c'est quoi l'état d'urgence? Bon, l'état d'urgence, on peut la comprendre comme une sorte de parenthèse de l'état de droit. Ça veut dire que là, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de libertés dites publiques, ça veut dire consacrées par la Constitution. Ça veut dire que les manifestations publiques, je peux aujourd'hui demander, informer par exemple la ville de Kinshasa que je vais faire un sit-in devant tel immeuble, je peux demander par exemple à ce que je fasse un meeting. Donc j'ai un certain nombre de libertés public consacré dans la Constitution. Donc, par exemple, l'inviolabilité de mon domicile est consacrée par la Constitution, les perquisitions sont organisées à certaines heures, bref, il y a un certain nombre de libertés, la presse, l'opinion et tout ça. Ce sont ces libertés publiques pendant un état dit de siège ou un état d'urgence qui sont limitées ou mis en parenthèse pour un moment. Ça veut dire, on peut dire pour 3 mois, pour 6 mois, pour une année, on reconduit ça. Et cette procédure-là, elle est souvent motivée pour des raisons sécuritaires et il faut passer par l'Assemblée nationale. Il faut une loi. Selon Patrick Anga, notre sécurité est menacée. Il nous faut, selon vous, vous aussi vous êtes journaliste, est-ce qu'il nous faut cet état d'urgence maintenant? Non, pour moi, ça c'est mon opinion. La mienne, c'est qu'on n'a pas besoin d'un état d'urgence pour mieux garantir la sécurité des personnes et des biens. Mais vous avez vu les meurtres, vous avez vu les évasions dans les prisons, absolument. Vous avez vu comment la situation sécuritaire baisse. Il faut quand même le dire absolument. On n'est plus très tranquille aujourd'hui. C'est là, c'est la conséquence pour moi, je pense, c'est la conséquence de l'échec justement de la politique de réforme des services de sécurité. Donc il y avait un certain nombre d'actes qui devaient être accomplis dans la grande réforme des services de sécurité. Tous les services de sécurité aujourd'hui ne sont pas à même de répondre aux besoins des Congolais de sécurité. C'est ça le problème. C'est une question qui est globale, qui est transversale. Ça veut dire aujourd'hui, ce ne sont pas les promotions, les remplacements, les retraites, c'est pas ça. Il faut un mouvement global de la police. Il faut d'abord une vision. La police, elle sert à quoi? Elle sert à protéger les personnes et leurs biens. Quelle est sa philosophie? Comment on recrute? Comment on forme les policiers? Comment on les promeut? Comment on les équipe? Comment on les caserne? Comment on répond? Comment ils sont payés? C'est tout ça. Comment les grades, comment est-ce qu'on les attribue, pas des clientélismes, comment on les recrute, c'est tout ça. Comment on les recycle, quel est le cadre organique, est-il adapté, comment on prend en soin leur logement, tout ça. Comment est-ce que les policiers et leurs enfants se font soigner, comment est-ce qu'ils éduquent leurs enfants. Comment est-ce qu'ils ont quel type de tenue, ils ont quel type de prime, quels avantages ils ont. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut une loi et tout ça qu'on respecte scrupuleusement et qu'on dit voilà aujourd'hui avec les moyens de l'État vous avez besoin une solde de $100 pour les moins gradés et au fur et à mesure on leur donne une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie, on leur donne une perspective pour avoir accès aux soins de santé, on leur donne une perspective pour qu'ils sachent éduquer leurs enfants. C'est tout ça. Aujourd'hui les policiers font des checkpoints par-ci par-là mais vous voyez qu'ils sont malheureux, vous voyez qu'ils sont mal payés et donc c'est toujours une
une occasion pour eux de vous harceler, de demander de l'argent. Et vous avez un grand nombre de bandits aussi circulent parmi les policiers. Vous voyez, aujourd'hui, ils se servent de contrôle qu'il y a par-ci par-là dans la ville. Quand vous n'avez pas une pièce d'identité qui correspond à leur désir, ils vous embêtent un peu. Donc c'est des tracasseries. Mais tout ça découle de quoi? Parce que nous-mêmes, la société, parfois, nous ne voulons pas envoyer les meilleurs de nos enfants dans la police. Nous ne voulons pas envoyer... la police, absolument, c'est la poubelle, en fait. Absolument. Depuis l'époque coloniale, on n'a pas changé la mentalité. C'est ça. Absolument. Les bons fruits qui sont dans l'armée, la plupart des cas. Absolument. Or, moi, je pense que être policier, c'est un métier noble. Garantir les policiers en Europe ou ailleurs, c'est des messieurs. Les patrons de la police, c'est des messieurs. Et même les meilleurs ingénieurs sont souvent de l'armée. Sont de l'armée. Le génie militaire. Et donc, voilà, c'est des messieurs. On ne prend pas n'importe qui. Mais ici, tous les meilleurs diplômés, personne ne songe à faire carrière dans la police. Et donc souvent, les gens qui sont tombés dans la police, c'est souvent par dépit, c'est souvent, voilà, c'est pas vraiment passage, il y a beaucoup de choses. Alors c'est tout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut voir par exemple les mentalités de la police, les mentalités de l'armée, les mentalités des services de renseignement de la police, de tous les services de sécurité. On est dans une république, on travaille pour la démocratie, pour les institutions, ou on travaille pour un homme. Il faut républicaniser les mentalités des hommes des services de sécurité. Il ne faut pas aujourd'hui que ces gens là-bas qui ont travaillé, certains qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont gardé le même esprit, voilà, qu'ils puissent justement changer de maître au lieu de changer de paradigme pour collecter l'information, pour ceux qui concernent les renseignements et le traiter, afin de mieux protéger la population. Donc, on a une série d'actes qui doivent être posés. Donc, hier, quand j'ai vu les ordonnances du président de la République qui met à côté Kanyama, qui va à l'école de formation, qui met à Mouli, qui met ceci, c'est limité. Il y a quelques années sur ce plateau, j'avais dit qu'on mettra Kanyama ici. Les gens s'y réjouissaient. J'avais dit que rien ne va changer. Oleko, sur le plan intrinsèque, c'est quelqu'un de très bien, qui a beaucoup de valeur. On a mis Kanyama. Kanyama aime se mettre en spectacle. Il a une façon à lui de travailler. Mais ici, c'est ça le problème, la base n'est pas là pour leur donner des résultats probants. C'est-à-dire, si on regarde aujourd'hui la criminalité qu'il y avait avant Kanyama et après Kanyama, vous verrez que elle n'a pas changé. Donc, la perception de l'insécurité à Kinshasa n'a pas changé. Quel est ce Congolais qui s'est dit qu'après 22 heures, je peux rentrer chez moi calmement? Quel est ce Congolais qui s'est dit que je peux prendre un taxi en toute sécurité? Quel est ce Congolais qui pense qu'il peut aller dans des coins moins éclairés et y passer en toute sécurité? Quel est ce Congolais à la vue d'un policier est rassuré? C'est ça, rassuré. Voilà. Donc c'est ça ces questions-là. Il faut absolument qu'on fasse un indice, qu'on fasse la perception de la police. Vous verrez le sondage, vous verrez qu'on est loin du compte. On est loin du compte. Faye Nikombikai, Israël Moutala l'a effleuré, on a changé des cadres dans la police, mais on a vite remarqué qu'on a pris des militaires de carrière. On a mis de côté les policiers, on a remplacé par les militaires. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que les militaires travaillent mieux que les policiers? Ils se sont rendus compte que le travail de la police était moindre, il y a eu trop de braquage, trop d'évasion, Alors mettons les militaires qui sont beaucoup plus rigoureux, qui sont beaucoup plus sous les ordres, qui répondent militairement, permettez la tautologie, aux ordres, sans trop se poser de questions, parce que dans la formation militaire, c'est l'obéissance d'abord. C'est ça, un état d'urgence presque de fait qu'on nous impose? Madame. Je vous en prie. Je converge partiellement avec Israël. L'état d'urgence, qui n'est pas comparé à l'état de siège. L'état d'urgence, c'est une période à laquelle l'autorité politico-administrative restreint juste les libertés. Okay. On restreint les libertés qui nous sont reconnues par la Constitution, mais on les restreint. À ce jour, il y a peut-être, demandez-moi, moi je suis l'homme de terrain, il y a une insécurité infernale sur toute la ligne, à 20h, 21h. Combien de gens que moi je vois, on les ravit, surtout les jeunes communément appelés, non, les sacs c'est un rôle, les jeunes communément appelés le Wawa, on ravit les motos tous les jours, à partir de 20h, n'en parlons pas. Moi-même qui vous parle,
Je ne sais pas, c'était un crime politique ou bien c'était juste un fait criminel. J'étais quelque part, une fois sorti de là, j'ai senti juste derrière moi un véhicule qui stationne. Une fois que je tourne comme ça, je vois quelqu'un sortir de la voiture, mettant la main. Juste quand j'ai tourné, il est retourné, ils ont pris les lâches. Il y a une insécurité infernale. Cela justifie l'état d'urgence selon vous? L'état d'urgence, c'est quoi, madame? Ce n'est pas que l'état d'urgence va empêcher le bon fonctionnement des institutions, mais les cours normaux du travail. On peut dire, par exemple, que désormais, à partir de telle date, de 22 h jusqu'à 5 h du matin, il n'y a plus... Ça, c'est le couvre-feu. Ok. C'est juste ça. Parce que moi, je vois aujourd'hui le degré qu'a atteint la criminalité sans des mesures draconiennes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais proposé à son temps le degré de malhonnêteté, le degré de criminalité ont atteint leur paroxysme au Congo. Aujourd'hui, comme on a mis les militaires, ça peut... Écoutez, quelque chose? Malheureusement, ce n'était pas sur votre plateau. J'ai fait un constat. Je suis allé à échangeur de limité. Là où il y a un site de la police, mais vous trouverez un nombre important de militaires. Vous allez au commissariat du district de Kalamou, qui avait fait l'objet d'une attaque de rayonnement. Il y a un site de la police, mais vous trouvez un nombre important de militaires. C'est-à-dire, à ce jour, nous civils et les policiers sommes tous maintenant sécurisés que par les militaires. Il y a un problème aussi, moi je peux dire. Pourquoi les sites où il y a les policiers, il y a toujours... Les policiers font moins bien leur travail ou quoi? Non, parce que nous ne devons pas avoir le langage de bois. Le jour qu'il y a eu attaque au district de Kalamou, j'étais à Matungé. J'ai vu, sans qu'on sache d'abord le pourquoi de toute la tension qu'il y avait. Mais j'ai vu deux policiers dans la foule en train de fuir aussi. De visu. C'est par après, jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de l'arrêt de UPEN, beaucoup de policiers ne passaient où est-ce qu'il y avait eu attaque. C'était le parquet ou bien c'était le district. Toute cette confusion-là. Mais il n'y a que la présence de l'armée où vous sentez quand même que les sites sont sécurisés. Il se pose un problème à ce niveau-là. Ce changement est bénéfique pour vous, pour un militaire à la tête de la police. C'est bénéfique. Non. Est-ce que, partons d'abord du principe, est-ce que cela est légal? Nous disons oui. J'ai changé longuement avec un officier. Il m'a dit, effectivement, il n'y a pas d'entorse à la loi. Okay. Il m'a dit, il n'y a pas d'entorse à la loi. On peut changer quelqu'un, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des postes de commandement. Il n'y a pas d'entorse. Mais leurs formations sont différentes. Écoutez, c'est lui-même qu'on a nommé là. Un policier, c'est différent. C'est lui qu'on a nommé. Il ne faut pas oublier que non, c'était un ancien de la garde civile. Qui était la police de l'époque sous Mobutu. Oui, qui était de la garde civile et qui était aussi au médecin mental, qui était aussi dans la gendarmerie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît à la matière. De la police. Alors, là n'est pas le problème. Mais nous devons voir le fait. À ce jour, je ne dis pas que non, que l'autorité politique arrive nécessairement à prendre la décision d'état d'urgence. S'il prenait la décision, j'ai trouvé cela normal. Est-ce que nous ne vivons déjà pas de fête? Écoutez, de fait, je ne dis pas non parce que je ne connais pas jusqu'à ce jour les libertés nous reconnues qui sont restreintes. Je n'en connais pas encore jusque-là. Je n'en connais pas. Je reviens à la formation, parce que les gens ont peur. Moi, je cause avec les internets, avec les compatriotes qui me disent que non, la formation militaire et la formation policière, peut-être vous n'êtes pas spécialiste, mais on discute, sont différentes. Les militaires n'ont pas froid aux yeux. Les militaires tirent à bout portant. C'est leur formation. Alors, est-ce que ce sera ça? Ce sera une certaine psychose dans la ville, avoir tout le temps les militaires dehors par rapport à un policier? Non, une chose est sûre, pas besoin d'être expert en la matière, la formation d'un militaire est différente de la formation d'un policier, pour une raison toute simple. Un policier, sa mission c'est de maintenir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la cité. Un militaire, il est chargé de protéger les frontières. C'est ça Donc, il protège les frontières. Et donc, sa mission en temps de guerre
c'est protéger les frontières, et en temps de paix, c'est peut-être se livrer à des œuvres de génie militaire, de participer au développement. Mais la première mission de l'armée, c'est protéger les frontières, et voilà. Avoir un effet dissuasif par rapport aux voisins et aux ennemis potentiels. Absolument. Et donc, un militaire, son problème, ce n'est pas interpeller les gens, faire des investigations, parce que la police, c'est interpeller les gens, disperser la foule en cas de manifestation. C'est pas le rôle Ce n'est pas le rôle d'un militaire, il n'est pas formé pour ça. Il est formé pour dégoupiller une grenade, pour se cacher. Voilà, c'est à peu près ça. Mais aujourd'hui, on a fait appel à eux. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la police, et permettez l'expression, on essaie de réfléchir, que la police est presque, comment je peux dire, entre guillemets, incompétente. C'est pour ça qu'on a mis un militaire pour renforcer, pour les endurcir un peu. On ne comprend pas. Ici, chez nous, ça veut dire que le métier de militaire et le métier de policier n'est pas totalement cloisonné. Il y a des passerelles entre les deux. Et vous avez même Kanyama, qui a été à la tête de la ville aussi. C'est d'abord un ancien militaire. Il n'est pas à proprement parler d'abord policier de formation. Donc voilà, il y a souvent de passerelles entre les deux. Mais à ce poste-là, il faudrait absolument, quand même, pour des raisons de clarté, que les policiers fassent leur travail de policier, que les militaires demeurent un peu militaires. Mais il a dit, on sent beaucoup plus la présence de militaires, même dans les endroits où il y a des policiers. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la ville est mieux sécurisée? Parce que le problème, c'est quoi? Parce que même quand on parle ici aujourd'hui vous faites allusion à un état d'urgence de facto, c'est que ce n'est pas encore le cas, parce qu'aucune liberté jusque-là n'a été de manière formelle restreinte, à part la circulaire du gouverneur de la ville qui interdisait les manifestations. Une circulaire qui a été violée par Steve Mikaï, qui a fait l'intéressant avec quelques curieux pour aller déposer leur mémo à l'Union européenne pour protester contre les sanctions. Et bref, voilà, à peu près. Donc, même par absurde, écoutez, en cas, par exemple, une des grandes mesures pendant les états d'urgence, c'est quoi? C'est par exemple un couvre-feu. On vous dit que de 8h, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin, vous ne sortez pas. L'attaque a eu lieu à quelle heure? À 13h. L'attaque au grand marché, elle a eu lieu à quelle heure? À 13h. Donc vous avez une insécurité diffuse, parce que l'ennemi a adopté une sorte de guérilla urbaine, a adopté, je m'avance, je n'ai pas peur du mot, des techniques assez terroristes. Ça veut dire bien que les cibles jusque-là ne sont pas des cibles, là quand même il faut le préciser, ne sont pas des cibles à proprement parler civiles, et s'attaquent à des cibles militaires ou de symboles de l'État. Ou des symboles de l'État. Donc les mairies, les communes, les parquets, tout ça. Elles s'attaquent aux symboles de l'État. Les prisons, donc voilà. Les assaillants s'attaquent aux symboles de l'État. Mais les grands marchés, c'est pas un symbole de l'État. Non, au grand marché, on n'a pas, parce qu'ils sont passés. Ils disaient, nous ne sommes pas venus pour vous, la population, les boutiques étaient là. Ils n'ont attaqué aucune boutique. Ils ont attaqué le symbole de l'État, ça veut dire l'administratrice du marché, qui est le symbole de l'État. Et qui dirige la police, qui est là pour maintenir l'ordre. Donc, il ne faut que les symboles de l'État. C'est ça le problème. Et donc, pour moi, ça veut dire que aujourd'hui, la police, c'est de faire en sorte que comment on protège les symboles de l'État. C'est ça la grande question. Comment protéger les symboles de l'État? Les militaires peuvent mieux le faire, mais non. Non, ça veut dire que écoutez, est-ce que les militaires, le problème c'est quoi? Les militaires, ils savent manier une lance-roquette, les RPG, les missiles. Mais on ne va pas utiliser des missiles en ville. On ne va pas utiliser les Kalachnikov. Mais les Kalachnikov, c'est pas les militaires. Ce sont des armes légères, les Kalach. Mais ici, même la police a des Kalachnikov. Mais comment la police a des Kalachnikov? Je suis en train de montrer que c'est des Kalachnikov. Mais je me redis. Vous allez répondre au fait. Je veux dire quelque chose d'important ici. Et qu'il y a une insécurité, quoi qu'on fasse, il n'y a pas moyen de la faire reculer. Parce qu'elle découle de la crise sociale. Et donc il y a cette dimension à tenir compte. On ne va pas aujourd'hui blâmer les policiers, leur dire qu'ils sont incapables de maintenir l'ordre, de nous sécuriser. Mais écoutez, fondamentalement, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Et il y a des études qui démontrent que quand il y a trop de pauvreté, il y a trop de criminalité, non aussi. Absolument. Il y a un lien entre pauvreté et criminalité. Et ensuite, je veux dire que nous sommes en sous-effectif. C'est-à-dire que pour maintenir l'ordre de manière efficace et efficiente, il y a un ratio. C'est un policier pour 100 habitants. Or, si nous partons sur le fait qu'il faut... Nous sommes 80 millions d'habitants, il nous faut au moins 800 000 policiers pour sécuriser les Congolais. Or, aujourd'hui, les effectifs de la police, je crois qu'ils tournent autour de 100 à 150 000. Donc, voilà à peu près. Pour les militaires, il faut un militaire
pour 1000 habitants. Donc il faut à peu près 80 000 militaires. Voilà un peu les ratios. Alors mais il faut voir maintenant les réponses. Parce qu'il faut voir quels sont les moyens aujourd'hui budgétaires pour avoir 800 000 policiers. D'abord, ceux que nous avons, nous ne les traitons pas bien. Donc voilà, il y a des réflexions que tu dois faire. Mais malgré tout ça, le problème fondamental, il est politique. Et c'est aujourd'hui que les services de renseignement militaires, que les services de renseignement de la police, que les services de renseignement général, l'ANER, puissent travailler pour une meilleure collecte de l'info, pour cerner cette menace, une menace dont certaines motivations sont politiques, pour élaguer ça. Parce que quand vous avez des gens qui sont prêts à braver, à mettre leur vie en jeu, c'est très difficile de combattre. Les convictions sont plus... Oui, vous allez répondre avant que nous passions à la hausse du dollar. Il y a un problème. Il ne faut pas voir le langage de bois. Ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est le terrorisme pur et simple. Vous savez, même Washington, l'hyperpuissance, n'arrive toujours pas à mettre un terme au terrorisme. Pourquoi? D'abord, un terroriste, c'est un ennemi invisible. Comment vous allez combattre quelqu'un que vous n'arrivez pas à voir? Les gens pensent qu'on a commencé à parler de terroristes avec les Arabes. Non. Les terroristes, on a commencé à parler du kamikaze pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque l'armée japonaise ne savait plus encore résister aux frappes américaines, c'est ainsi que Tokyo s'était résolu à recruter des gens, 2-3 personnes, avec objectif d'atteindre au moins une cible ennemie. C'est-à-dire, c'était un réflexe de quelqu'un qui se sent insécurisé, qui n'a plus encore à perdre, qui ne sait plus encore à réagir contre son adversaire, vont me recourir à cela. Il est difficile, au stade où nous sommes, de mettre un terme à cela. Je me dis, mais lorsque même on peut se mettre à condamner les services de renseignement et cela, mais c'est lorsqu'on a des ennemis invisibles, et jusqu'à ce jour, de toutes les attaques, aucune revendication. Bizarrement, c'est ça. Aucune revendication. Parce que vous, même Al-Qaïda, vous êtes en train de supputer dans le sens commun, non, c'est comme un sapou, c'est Boundouama, Yana, tout ça, mais ce sont des supputations. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres malais, profitant de la situation, dépêcher à nos troubles, connaissant que non, il y a un problème entre le gouvernant et les gouvernants, profitons-en. Attention, c'est un problème. Tout ça, même là où on revendique, on n'arrive toujours pas, nonobstant tous les gros moyens mis par Washington, mais on n'arrive pas toujours à mettre un terme au terrorisme. Donc, la situation va aller en s'empirant, Faïniko. Non, la situation n'a pas tendance à s'améliorer. Ça a tendance à s'empirer du fait que l'État n'a pas affaire à un ennemi visible. A contrario, on peut arriver à tuer ces soi-disant Kamouena, ça pour ces gens mais vous verrez vos droits, vos politiciens des droits de l'homme diront que non, on a tué la population civile. Parce que ces gens-là, admettons, si on les avait tués avant qu'ils ne posent l'acte, on dirait quoi? On a tué la population civile. Donc vous dites que nous avons relevé un fait, vous avez dit que nos associations de droits de l'homme n'ont pas réagi face à la mort de l'administration. Madame, vous êtes au Congo. Dites-moi une seule organisation politique de défense des droits de l'homme qui a dénoncé. Une seule. Et si vous me citez une, ne m'invitez plus à votre émission. Silence radio. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? La maman Chantal Mbogno n'a-t-elle pas des enfants? Si elle était mariée, n'a-t-elle pas laissé un mari? Qu'est-ce que sa famille a à voir? Peut-être même les policiers qu'on a tués. Peut-être qu'ils sont aussi victimes du système. Les policiers là, vous pensez que les policiers sont d'accord avec la situation économico-socio-financière du Congo? D'ailleurs, une des raisons, je me suis entretenu avec certains, ils disent que non, nous, c'est pour cela, lorsqu'il y a simple attaque dans les sous-chefs, on brûle tout. Vous ne vous posez pas la question. Dans un sous-chef où il peut y avoir 15 militaires, où la population est venue brûler, à saccager le sous-commissariat. Mais il y avait des policiers. Pourquoi ils prennent les larges? Ils se disent, même si on défendait, qu'est-ce qu'on bénéficierait? Ce sont les autres qui en bénéficient. Mais je vous pose la question. Vous qui parlez trop état de droit, droit de l'homme, la maman Mbogno qui est décédée là, quelle est sa part de responsabilité? Et les policiers là, quelle est leur part de responsabilité? Qu'est-ce que nous disons? Je ne dis pas que non. En plus, ce qui est marrant aussi, il n'y a pas même de revendications. Qu'est-ce que ces gens-là réclament? Même s'il faut même engager des négociations avec eux.
On va engager les discussions sur la base de quoi? C'est mettre déposer un acte, poser aussi la revendication. La question que j'avais posée à mon invité Ernestine Nyoka ce dimanche dans Info7, je vous la pose. À l'Est, on a qualifié ces mouvements de terroristes aussi à un moment, mais quand même l'État a causé, s'est mis autour d'une table avec le M23, s'est mis autour d'une table le CNDP, patati patata. Pourquoi à l'Ouest l'État ne se met pas autour d'une table avec BDK ou avec les Kamona Sampo? Pourquoi deux poids deux mesures par rapport quand il s'agit de l'Est et quand il s'agit de l'Ouest? Non, moi je pense que c'est deux situations totalement différentes. C'est pas comparable. C'est vrai que sur le plan de... les résultats sont les mêmes, il y a les morts. Sur le plan des conséquences, d'accord. Les conséquences sont les mêmes, il y a des morts, des morts et des morts. Vous parlez de l'aventure M23 de Christ Mémoire, mais cette aventure-là, il y avait un interlocuteur. Il était là, identifié M23 avec un agenda politique clair. Départ de Kabila, absence de démocratie, on a volé la victoire de Tshisekedi, bref, tout le baratin qu'il racontait là. Ils avaient au moins, il y avait des interlocuteurs, ils avaient des parrains, tout ça, tout était connu. Mais ici, par exemple, même la situation du Kassai, elle est différente de ce qui se passe ici. Il n'y a pas un interlocuteur en face pour discuter avec. Ici, c'est vrai, on parle de... C'est de BDK dont il s'agit. BDK, c'est le Congo central, là. Il s'agit de Boudou Diamala, de BDM, Boudou Diakon avec des Mwananti. Pourquoi on parle d'eux? Parce que tout ça a commencé avec l'évasion de Némouan Nansemi, de la prison centrale. On a vu le modus operandi, la façon dont ils ont opéré, la façon dont ils étaient habillés, avec des bandeaux rouges et tout ça. Voilà, parce qu'on attribue tous les assaillants, on dit que c'est le modus operandi des gens qui ont délivré Némouan Nansemi. Mais où se trouve-t-il? Vous avez Je n'ai aucune idée de... Personne ne sait où il se trouve. De où il est terré quelque part. Je n'ai aucune idée de là où il se terre. Nous sommes dans un pays justement qui est vaste, il n'y a pas d'état civil, et voilà, quelqu'un peut prendre plusieurs identités, donc c'est très compliqué d'identifier où il se cache. Donc, moi, partant de là, je dis ceci, la sécurité, la paix sont des biens d'une valeur incommensurable. J'ai vécu à l'Est, je sais ce que c'est la guerre, je sais ce que c'est que les morts. Et donc, il faut absolument rejeter cette perspective d'instabilité chronique, de mort d'homme, d'atteinte aux biens publics ou privés. Il faut absolument quitter cette spirale. Il y a une main noire. Il faut quitter cette spirale. Il y a une main noire. Il y a une main noire pour... La question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ça empire au moment où on doit avoir des élections, Israël Faye? Pourquoi cette insécurité maintenant? On a vécu quand même un laps de temps un peu bien, mais depuis qu'on sait qu'il y a des élections, ou qu'il y aurait des élections, mais la situation empire. Non, il y a un problème, madame. Si les choses allaient dans... Parce qu'il y a un principe en criminologie qui dit à qui profitent les crimes. Exactement. Mais à ce stade, cette situation à ce stade, je vois très mal que ces principes-là soit appliqué dans la mesure où lorsqu'on attaque un commissariat de district de la police, on attaque le parquet, on attaque la prison centrale, c'est un discrédit pour l'État. C'est un discrédit pour l'État. L'État par essence a reçu le mandat de sécuriser les personnes et leurs biens. Si l'État lui-même monterait ce genre de stratégie, c'est-à-dire des gens qui seraient à la base de ça ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela que je ne vois pas la thèse selon laquelle l'État serait à la base de ces situations. Parce que, selon vous? Écoutez, j'ai dit, il y a des pêcheurs et tout, ce qu'on appelle les bituculistes, ils sont là. Mais comme les quoi? Moi, j'aimerais que les gens qui mènent ces genre d'action, qui ne se taisent pas, c'est lui-même qu'ils arrivent au moins à dire ce qu'ils veulent pour que l'État arrive à comprendre que si nous sommes là, voici, si il y a ces forfaits, c'est suite à telle situation. Mais lorsqu'il y a des incursions, lorsqu'il y a des assassinats, et on reste, on ne connaît pas le je suis, ce qui est un peu rare, mais je suis quand même totalement d'accord
Alors, il pose cette question. À qui profite ce crime? C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens qui supputent que, voilà. C'est l'État, c'est le gouvernement lui-même, c'est l'opposition. Le régime, le président Kabila, sa majorité ont intérêt à s'aimer le chaos pour qu'il n'y ait pas d'élections in fine. Non. Je pense que partagez pas ça. Je ne partage pas ça. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui que gagnerait le pouvoir en organisant ce désordre. Non. Parce que là, vous n'imaginez pas le coup que les militaires prennent au moral, la police et tout ça. Donc c'est pas bon, parce que toutes ces situations ici font quoi? Nous sommes dans une situation difficile économiquement et socialement. Et donc toutes les journées, par exemple l'autre fois j'ai vu le marché central arrêté à 13h. 13h. Donc c'était un manque à gagner pour l'État. J'ai vu des gens rentrer à pied, des foules. Mais ces foules là-bas, ils vivent, nous vivons au jour le jour. Je suis congolais, donc je suis en plein dans la souffrance avec mon peuple. Je participe à cette souffrance. Donc ces gens là-bas, nous vivons au jour le jour. Et quand on rate une journée comme celle-là, c'est pas bon. Et donc aujourd'hui, maintenant, les gens pourront avoir peur de développer une certaine psychose pour ne pas se rendre au marché. Et donc, vous voyez, c'est pas bon pour l'économie. Donc, il faut absolument que la paix revienne. Et moi, je ne pense pas. Même la situation au Kasaï, c'est vrai que des gens au pouvoir ont instrumentalisé l'intronisation des chefs coutumiers et ça a dérapé, dégénéré complètement, jusqu'à mettre même en danger le pouvoir. Parce que si le pouvoir, vous avez vu tout ce qu'ils ont eu à batailler sur le plan international pour éviter une commission d'enquête internationale. Ils ont dépensé de l'énergie, ils étaient sur tous les fronts diplomatiques. Mais ils s'épuisent in fine. Alors, ils ne pouvaient pas être aussi stupides en pensant qu'ils allument un feu pour rétablir des élections. Mais ce feu là-bas, ça brûle la case. Et ils sont incapables de l'éteindre eux-mêmes. Et c'est leur bilan. Parce que quand on va arrêter un bilan, ça veut dire que sous les règnes de Joseph Kabila, guerre par-ci, attentat par-là, c'est pas bon. Ça veut dire que toutes les victimes, c'est pas bon. Nous allons prendre d'ailleurs la hausse du dollar. Je reste par Israël et puis je vais vous prendre. Aujourd'hui, le dollar, Israël, je sais que vous êtes économiste de formation, donc vous êtes vraiment dans votre élément. Le dollar aujourd'hui grimpe d'une façon vertigineuse. Nous sommes à 1650, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Nous avons lu les tribunes de Mosito qui est assez alarmiste. D'ici là, il nous dit que ce sera à 1 dollar à 2000 francs, je crois. Donc 100 dollars, ça changera à peu près à 200 000 francs. Donc pourquoi cette hausse aujourd'hui? Est-ce que le cadre macroéconomique s'est effondré en RDC, Israël Moutala? Oui, le cadre macroéconomique, depuis un bon bout de temps, a volé en éclats parce que c'est terrible. En moins d'une année, le peuple congolais a perdu plus 40 à 50%. 75%. 75? Le dollar, le franc congolais a perdu 75%. Donc maintenant, ça veut dire que tout dépend de où est-ce qu'on a mis les curseurs. Donc si nous partons de quand le dollar était à 92 ou 93 et voilà, et toutes ces dépréciations, donc il faut voir si c'est annualisé, s'il y a une période. Mais de manière globale, je peux dire les Congolais ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas bon pour l'économie parce que même les opérateurs économiques souffrent. Moi, j'ai parlé des restaurateurs qui ont fait des coupes budgétaires dans l'entretien, dans les menus, pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies. Ils souffrent terriblement. Même les banques souffrent. Il y a des banques qui ferment à Israël? Non, qui ne ferment pas, mais qui souffrent. Qui n'ont pas de liquidité? Non, il y a le problème de liquidité aussi, mais il y a le problème, c'est que l'inflation, ce n'est pas bon pour les affaires. Donc, tout ça n'est pas bon pour les affaires. Donc, les affaires ont besoin de stabilité. Pas de hausse intempestive, pas de baisse intempestive, une relative stabilité ou une stabilité certaine. Et donc là, aujourd'hui, ça veut dire que l'État nous a pris un impôt de 50% de nos revenus, comme ça. C'est ce que ça veut dire. Le rôle de la Banque centrale, c'était de protéger notre pouvoir d'achat. Nous avons un modèle économique très difficile. Nous sommes payés en dollars, la plupart de nos loyers sont indexés, nous sommes payés en francs congolais, la plupart de nos besoins, surtout le besoin de nous loger, sont payés en dollars. Et vous vous imaginez pas combien aujourd'hui j'ai rencontré des gens qui se disent on n'en peut plus, je vais quitter ma maison de 200 dollars, de 300 dollars, de 400 dollars pour aller prendre une maison de 50 dollars parce que je n'en peux plus. Les gens qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, bref, les gens souffrent terriblement. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est même ça la bombe sociale. Elle n'est même pas du côté des politiques qui haranguent la foule et tout ça. Non.
quand les gens n'ont pas de perspective, sont dans le désespoir, n'arrivent plus à manger à leur faim, c'est très compliqué. Même les gens qui ont l'emploi, qui ont des emplois formalisés, souffrent. Donc dans toute l'administration publique, dans beaucoup d'entreprises, les salaires sont payés en francs congolais. Autour de 92. Et voilà. Et même le budget qui a été promulgué par le chef de l'État, et donc on avait dit qu'on va payer autour de 1440. Mais l'État n'a pas les moyens. N'a pas encore les moyens pour ces ambitions-là, et c'est très difficile. Faïli Kombika, que doit-on faire quand même? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment Matata faisait à l'époque pour stabiliser ce taux de change. Aujourd'hui, ça vole en éclats. Israël Moutala dit la phrase clé, ça vole en éclats. On se réveille le matin, on a l'impression de revivre le Mokomboso de Soumobutu. Donc on ne sait pas trop, le matin c'est tel taux, l'après-midi on ne sait pas trop bien. Comment faire pour ça? Qu'est-ce doit-on faire? Je ne sais pas, parce qu'on a ouï dire que le Premier ministre a demandé de l'aide au FMI, qui a dit qu'on doit revoir un peu la situation politique. On en est où? On ira où dans Madame, vous venez de parler de Matata en bien, comme si c'est lui qui avait stabilisé. Non. Mais non, c'est... Écoutez-moi, non, s'il te plaît. Nous parlons à la population. Je parle à mon peuple. Voilà, qui avait l'impression que sous Matata, c'était assez stable. Bon, dites-nous si c'était... Matata, quand il est parti, il a le dollar à combien? C'était déjà au-delà de 100. Matata. Matata a bénéficié d'une situation. Laissé sous Mozito, laissé par Mozito. Mozito. Et en plus, il y avait la coopération avec les FMI. Oh, c'est sous Matata. Une coopération pas du tout formelle. C'est sous Matata que s'il te plaît, madame, c'est sous Matata que le FMI suspenda le programme économique gouvernemental. Pour cause de non-transparence des passations de marché dans le secteur minier. Exactement. Maintenant, les devises. Vous savez, quand Sami Badibang est arrivé, mais il n'y avait pas de matelas de devises à la Banque centrale. Même l'actuel... D'ailleurs, la Banque centrale a dit qu'elle ne paiera plus... écoutez, même l'actuel maître Bruno Tshibala, ce sont des gens qui risqueraient de payer les péchés des autres. Qui risqueraient de payer les péchés des autres. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Et qu'est-ce que vous lui demandez? Il est clown. Mais pourquoi il veut pas, le FMI ne veut pas reprendre? Écoutez, la coopération ne peut pas se reprendre de manière tout de suite. Non, il y a quand même une procédure. Il y a une procédure pour entrer en collaboration. Je pose des questions assez simples pour cette population. Tshibala ne rassure-t-il pas? Écoutez, Maître Bruno Tshibala, vous ne devez pas que lui, il n'est pas responsable de la situation actuelle. Les situations économiques, que ce soit l'inflation, que ce soit la déflation, ce sont des situations qui ne sont pas conseillées en économie. L'inflation, c'est lorsqu'il y a hausse de prix. Déflation, c'est lorsqu'il y a baisse généralisée de prix. Or, pour stabiliser tout là, aujourd'hui, il n'y a plus de... Quelles sont les ressources des devises? C'est le secteur minier. Or, lorsque le FMI suspend, les devises qui auraient dû servir, maintenant nous avons une balance commerciale qui est déficitaire, c'est-à-dire les importations sont supérieures à l'exportation. Or, ce sont les exportations qui font rentrer les devises dans un pays. Mais chez vous, les importations dépassent d'être les exportations. C'est-à-dire, les devises qui quittent le Congo sont nombreuses par rapport aux devises qui entrent. Mais pour pallier à cela, hier, on a pris la décision en demandant à toutes les entreprises minières de rétrocéder 40% de leurs recettes au Congo. Parce que Washington en a fait aussi avec Obama. Avec ce que vous avez appelé la crise financière internationale, Washington a tapé sur la table. On a même menacé Berne de mettre un terme au système de secret bancaire. Or, il faut que maintenant que le gouvernement qui est dirigé par Maître Bruno Tshibala fasse pression sur les entreprises minières qui préfèrent conserver les recettes à l'étranger, qu'ils rétrocèdent au moins 40%. En ce moment-là, il y aura plus de devises. En ce moment-là, on peut minimiser tant soit peu cette descente aux enfers des francs congolais. Israël Moutala... Non, sur cette question... On peut nous demander de payer d'autres impôts, d'autres taxes pour
Donner de l'argent à l'État? Parce que non. le passeport, on sait déjà qu'on nous a augmenté le passeport de 10 $. Hein, mais les passeports, c'est pour les riches, les Congolais moyens. Est-ce que tout le monde a besoin de passeport? Les Congolais, c'est pour les riches. Les Congolais, le passeport, c'est pas pour les Congolais moyens. Les Congolais moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un passeport? Mais que doit-on faire alors pour pas... Le passeport, c'est pour les gens qui veulent voyager. Dans d'autres pays, voilà, c'est pour les gens qui... Il y a des gens, par exemple, aux États-Unis, des gens qui n'ont jamais voyagé. George Bush n'avait jamais foulé ses pieds au-delà des frontières américaines avant qu'il accède à la Maison-Blanche. Ici, ça veut dire que peut-être que les gens, voilà, le passeport, c'est une infime minorité de gens. Voilà, non, nous sommes 80 millions. Je réponds à cette question, pardon Israël. Est-ce que Tchibala ne rassure-t-il pas la communauté financière internationale? Non, mais ça veut dire qu'il y a Est-ce qu'on vous avait demandé de changer de gouvernement? Il y a un problème. Tout ça. C'est quoi? Mais avant que je n'arrive là, je vous en prie. Parce qu'on aurait dire ceci. Oui. Badi Banga et Tchibala, on ne leur fait pas le procès d'avoir créé la situation de l'inflation. Non. Si on leur fait le procès de n'avoir pas été en mesure de la stopper, ça veut dire que vous trouvez une situation que vous dites que vous avez hérité un déficit X, Y. D'accord, on est d'accord avec vous, ce sont les faits. Ils ont hérité d'un déficit important. Et tout ça qui a conduit à tous ces dérapages que nous connaissons aujourd'hui. Ils ne sont pas... Mais les discours qui sont véhiculés par ces gens-là, c'est quoi? Je vous en prie, je vous en prie. Ça veut dire que, il faut être honnête pour dire que Badi Banga, pour dire que Tchibala ne sont pas les responsables de cette situation. Okay, ça, c'est clair. Mais d'accord. Quoi faire pour stopper maintenant? Mais si vous n'êtes pas en mesure, justement... Démissionner, c'est ça? Absolument. Si vous n'êtes pas en mesure, justement, vous trouvez un problème, donc vous n'êtes pas responsable. Mais si vous n'avez pas les solutions à cette crise là-bas, démissionnez. Ça, c'est le bon sens. Je n'arrive pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils doivent proposer des solutions. Qui ne le fera pas, il ne va pas démissionner. Ils doivent proposer des solutions. C'est ça le problème. Donc vous avez par exemple Badi Banga qui était là, sachant qu'il n'avait pas les moyens justement de résoudre cette crise, mais il est resté là. Donc Tchibala, lui aussi juste là, il n'a pas encore proposé une esquisse de solution pour résoudre ce problème. Et donc, nous sommes là dans un cas très difficile pour eux. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est une question par exemple que l'État d'abord limite ses dépenses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que l'État ne puisse pas financer, ne puisse pas être en déficit, qu'il ne dépense que l'argent qui est rentré réellement dans ses caisses. Ce qui est prévu par le budget, pas trop de dépassements budgétaires. Pas de dépassements budgétaires. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en mesure, ça veut dire que si l'État gagne $100 par mois, qu'il dépense, qu'il ne dépasse pas plus de $100. Donc $80 maximum, $70 maximum. Il peut même dépasser $100. Ok. Mais il ne peut pas faire $150. Parce que quand il fait des dépenses de $150, qu'il n'a pas, il demande à la Banque centrale d'imprimer de la monnaie et ça crée de l'inflation. La planche à billets. Mais pourquoi tout ça aussi? C'est parce que l'État n'avait pas prévu la station au Kasaï. On a déployé, on a fait des zones opérationnelles. Il faut envoyer des primes, il faut envoyer du carburant, il faut envoyer des troupes, il faut tout ça. Ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, on déploie la police dans des zones, on les envoie à tout ça. Ça coûte de l'argent, maintenir de la paix. Voilà parce que maintenir l'ordre, ça coûte de l'argent. Voilà parce qu'on a besoin de paix pour que l'argent que nous allons avoir, nous affections ça aux routes et aux écoles, au développement, plutôt que de dépenser l'argent pour maîtriser des situations d'insécurité. Ce n'est pas bon. Donc, moi, j'aimerais dire aujourd'hui, par exemple, sur cette question d'inflation, c'est vrai que Nico a dit des choses vraies par rapport à notre déficit de la balance commerciale, par rapport au rapatriement des 40% de devises. Mais la Banque centrale s'est réveillée aujourd'hui. Mais pourquoi toutes ces années là-bas, elle ne s'était pas réveillée? Pourquoi elle avait fermé les yeux? Vous voyez que vous avez des déficits déficients. Parce que le rapatriement des 40%, ce n'est pas une nouvelle loi. Elle existait déjà. Elle existait déjà, mais pourquoi on ne la faisait pas respecter? C'est maintenant en période de crise que vous regardez, non, il faut la faire respecter. Vous voyez à peu près la légèreté avec laquelle on gère les affaires publiques. Donc moi, aujourd'hui, sur cette question de l'inflation, il faut absolument entrer en programme avec le FMI. Parce que pour le FMI, c'est quoi? Ça veut dire que notre maison Congo brûle. On a besoin de quoi? On a besoin de l'eau. L'eau, ça veut dire qu'il y a des capitaux frais pour injecter et mettre fin à la surchauffe. Mais pour nous, c'est vrai, on a des puits. On a de l'eau potentiellement. Mais le temps d'aller chercher le puits, de le creuser et de transporter l'eau pour venir éteindre l'incendie par nous-mêmes, la maison tout entière va brûler. Parce qu'il faut d'abord aller vite au FMI, qui a des liquidités, qui a de l'eau disponible, on éteint l'incendie et après maintenant on fait en sorte que ça ne se reporte. Vraiment poussière de 2 minutes. Nous sommes à la fin. Mais sur cette question, le gouvernement Tchibala, parce qu'il n'a pas été accepté par la communauté internationale, c'est une commission du FMI, ça veut dire qu'une trajectoire claire sur la stabilité politique, ça veut dire que le gouvernement de l'Union européenne et tout ça ne l'ont pas reconnu officiellement, ça pose problème. Et donc, leur chance c'est quoi? Parce que le Rassemblement n'a pas à renoncer officieusement, mais pas encore officiellement, à briguer la présidentielle et le CNSA.
c'est une piste de solution. Si on trouve un accord sur la décrispation peut-être ça peut... et sur le calendrier électoral, si on a les deux éléments d'accord, un calendrier électoral, la décrispation politique avec notamment le retour de Moïse Katumbi, la libération des prisonniers politiques, on a cet accord entre le rassemblement qui est conduit Félix Tshisekedi et le gouvernement. Là, on a une perspective de stabilité politique qui peut permettre au gouvernement Tshibala d'espérer un appui à la balance de paiement et des appuis budgétaires du FMI. Ok, vraiment pour cette seconde, nous sommes déjà à la fin. Non, non. Vraiment quelques pour cette seconde. Je m'accorde avec Israël. Mais là où gagnez le temps, puisque nous sommes déjà à la fin. Diverge avec M. Lorsqu'il dit que non, Maître Bruno Tshibala arrive à démissionner si ne trouve pas que ne s'attire pas. Non, un homme politique responsable. Ne démissionne pas. Ah, on a entendu ça quelque part. S'il te plaît. S'il vous plaît, madame, on doit avoir dans quelles conditions, je vous en prie. Dans quelles conditions on peut démissionner et dans quelles conditions on ne peut pas démissionner. On peut démissionner si on vous reconnaît comme étant fautif. Mais une spécie, être Maître Bruno Tshibala, est-il fautif? Nous disons non. Nous allons reprendre ça la semaine prochaine. En tout cas, nous allons peut-être mettre un peu l'accent sur la démission des hommes politiques, qui est une culture assez rare en République démocratique du Congo. On y reste et on s'y cramponne, même si les résultats, en tout cas, ne sont pas agréables et pas du tout satisfaisants. Merci donc à Israël Muntala de 7 sur 7.cd. Merci à toi de nous donner des très belles nouvelles et des très belles informations. Merci à Faini Kombika et de Top Media. Merci d'être en tout cas de notre web presse pour décortiquer l'information. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous n'avons qu'un seul pays, notre patrimoine, la République démocratique du Congo, et ne laissons pas la maison brûler. Nous nous retrouvons donc le mercredi prochain avec le même plaisir, sinon pas plus. Inch'Allah.